Bienvenue sur le site lematin.ch pour une nouvelle brasserie du mondial, la troisième depuis le début des hostilités. Aujourd'hui, forcément, on va parler de l'équipe de Suisse, son match face au Cameroun, ce qu'elle devra faire pour essayer d'embêter le Brésil. On reviendra aussi sur les petits soucis de Neymar et un peu globalement sur le début de la compétition qatari, une compétition pas comme les autres, mais qui donne quand même pas mal de spectacles. Pour ce faire, on va joindre à Doha Daniel Visentini et Valentin Schnork du Sport Center. Ils sont sur place, ils ont tout vu et ils vont vous en parler. Bonne écoute, bonne brasserie. Daniel et Valentin, merci d'avoir pris une petite demi-heure pour parler faute. Juste en quelques mots, comment est-ce que vous analysez cette victoire contre le Cameroun? De mon côté, je dois dire qu'une victoire en Coupe du Monde, je l'apprécie toujours autant. Je me rappelle toujours de ma première en 94. Et j'ai l'impression qu'on fait un petit peu la fine bouche quand même. On a gagné un match en Coupe du Monde pour la Suisse. C'est pas commun, Daniel. Mais ouais, Robin, on a gagné un match en Coupe du Monde, mais c'est pas une fin en soi. Je te rappelle quand même que la Suisse d'aujourd'hui, c'est huitième de finale en 2014, huitième de finale à l'Euro en 2016, huitième de finale au Mondial 2018 et quart de finale ensuite il y a un an et demi à l'Euro. Donc la Suisse que tu as connue en 94, c'était un exploit de gagner un match à Coupe du Monde. Maintenant, c'est autre chose. Elle a changé de statut, cette Suisse. On doit être plus exigeant parce qu'elle l'est elle-même aussi avec ses propres résultats. Donc oui, c'est très bien que la Suisse batte le Cameroun, mais c'était quand même ce qui était attendu. Valentin, ça a été difficile au début. Ça a été compliqué de trouver comment les jouer, parce qu'on a été un peu mis sous pression. Mais j'ai l'impression qu'il y a, le but aide beaucoup, mais on a trouvé quelque chose peut-être en deuxième mi-temps. Moi, je pense qu'en deuxième mi-temps, on a surtout trouvé le but. Et le fait d'avoir ce but qui, mine de rien, tombe un petit peu de... Alors, on ne peut pas dire de nulle part, parce qu'il y a forcément des intentions au début de deuxième période. Mais c'est un but qui te simplifie complètement la vie, et surtout sur le plan défensif. Ça te permet d'être un petit peu plus bas, d'obliger le Cameroun à vraiment faire le jeu, ce qu'ils n'ont pas forcément pu faire. Enfin, disons, ce qu'ils essaient de faire en premier mi-temps, c'est d'attirer ton pressing pour pouvoir te battre en touchant tout botting. Mais quand il fallait développer du jeu à des actions plus placées, plus posées, c'était tout de suite un petit peu compliqué. Et on a vu qu'en deuxième mi-temps, c'était tout de suite autre chose. Je crois que la dernière occasion du Cameroun, elle tombe à la 66e minute. Donc ça dit quand même quelque chose à la fois du manque de repères offensifs de la part du Cameroun, mais aussi de la solidité défensive de l'équipe de Suisse à partir de ce moment-là. Donc voilà, il faut quand même remettre un petit peu en perspective. Moi, je suis de l'avis que le but a vraiment tout changé, qu'il a donné beaucoup plus de clés pour finir ce match. Après les essais contre le Ghana, Daniel, on est retombé sur quelque chose de plus normal, entre guillemets. Mais est-ce que Xhaka a parlé de son positionnement, notamment lui, il disait un peu en début de tournoi qu'il aimerait bien jouer à son poste habituel en équipe de Suisse, un peu plus bas. Mais Murat Yakin l'a utilisé comme à Arsenal où il flambe actuellement. Ouais, le seul problème, c'est que la Suisse, c'est pas Arsenal. Donc, il n'a pas derrière lui un vrai 6 qui est capable de le trouver dans les zones, dans les half space, comme on dit, ou bien entre les lignes, pour le dire en français. Et c'est pas parce qu'il ne s'est pas proposé, c'est celui qui s'est le plus proposé à avoir des passes. Et il en a reçu très peu, finalement, à Granit Xhaka. Donc, moi, je crois bien que pour ce match contre le Brésil, lundi, le deuxième match, il va retrouver son poste de numéro 6 parce que réussir à faire quelque chose contre le Brésil, surtout après la démonstration qu'on a vue contre la Serbie de la part des Brésiliens, avec ou sans Neymar, c'est même pas la question, eh bien, ça passe vraisemblablement par une sortie de balle zone 1, zone 2, où on va devoir toucher un joueur capable de prendre la balle et de la faire avancer. Et ça, Granit Xhaka sait le faire. Freuler a beaucoup plus de difficultés, So aussi. Donc, je suis prêt à parier ma selle et mes bottes que Xhaka va retrouver son poste de numéro 6 pour le plus grand bien de l'équipe de Suisse et pour son plus grand plaisir, sans doute aussi. Valentin, ça t'a étonné ce positionnement un peu plus haut? Ouais, moi, j'arrive pas à croire que Granit Xhaka, en équipe de Suisse, ait envie absolument de jouer dans le même rôle qu'Arsenal. Je crois qu'en équipe de Suisse, Granit Xhaka a envie d'avoir des responsabilités. Il demande constamment le ballon. Il a envie d'être impliqué dans l'organisation du jeu. Et quand ça va pas comme il l'a prévu, ça se voit.
il le montre aussi. Il a des fois des attitudes qui sont assez éloquentes. Il peut râler, il peut lever les bras, il peut regarder avec un regard dur vers un de ses coéquipiers. Donc c'est quand même des petites marques qui disent qu'il n'est pas épanoui quand il joue dans ce rôle-là. Donc moi je pense que Murat Yakin l'a convaincu pour une fois. Je suis pas sûr qu'il sera capable de le convaincre sur tous les matchs, et notamment contre le Brésil, où il faudra vraiment Ouais. une forme d'intelligence pour sortir les ballons. Ouais, moi j'ai le souvenir très précis du Brésil-Suisse d'il y a 4 ans. C'était en Russie, au Mondial. C'était déjà dans le même groupe que le Brésil. Et il y avait, pour prendre en cerbère de Neymar, un certain Berami. Ça a donné les gimmicks concert, avec Neymar qui se roule par terre et Berami qui rigole. Mais il y avait un joueur qui était à côté, là aussi, en numéro 6 pour le coup, qui s'appelait Granit Xhaka. Et pendant ce match-là, il avait fait preuve d'une intelligence de jeu et d'orientation, de tempo et de timing redoutable. Quand la Suisse était pressée sur la gauche, il sortait la balle sur la droite. Inversement. Donc, il a une lecture du jeu qui est indispensable quand une équipe de Suisse est sous pression. Bien pour ça qu'il faut absolument remettre Granit Xhaka à son poste de prédilection, au cœur du jeu en numéro 6. Valentin, sur ce match, qui est-ce qui marque des points? Qui est-ce qu'on risque de ne pas retrouver lundi? Vargas a agacé beaucoup, mais en même temps, c'est son décalage qui amène la possibilité du but, en fait. Ouais, alors en effet, ça part de lui, même s'il y a toute une séquence de 13 passes en fait, qui part d'une touche plus haut sur le terrain. Vargas, il a les bons côtés et les mauvais côtés. C'est-à-dire que c'est un très très gros travailleur, et ça, on lui enlèvera pas. Il est travailleur défensif et offensif aussi. Il est toujours à vouloir tenter quand même un maximum, à essayer de provoquer un petit peu. Forcément, ça lui amène beaucoup de brouillon aussi, et peut-être une forme de justesse qu'il n'a pas vraiment. Ça reste un joueur moyen de Bundesliga, qui n'a pas les mêmes références que la plupart de ses coéquipiers en club, mais par contre, c'est un joueur de rôle, de devoir qui fait assez bien. Est-ce qu'il a perdu sa place? Je ne suis pas sûr, surtout dans un match où il faut défendre. Moi, les questions que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de Shaqiri dans un match où justement il va falloir beaucoup défendre? Est-ce qu'on cherche des systèmes un petit peu différents? À 3 derrière, peut-être pas. À 4, dans une forme de 4-4-2 avec un bloc très compact, et puis peut-être Mbolo, Okafor associé pour jouer la profondeur et les transitions, peut-être. Ça, c'est des questions qui peuvent se poser. Qui c'est qui peut le payer? Il y a peut-être aussi une question en défense centrale. Est-ce on doit repartir avec la même défense centrale quand sachant que les deux ont des cartons jaunes? Donc voilà, c'est différentes choses. Je ne pense pas qu'il y en ait un qui ait véritablement gagné sa place, mais peut-être dans ceux qui a perdu sa place, ça peut être un Elvedi par exemple. Daniel, ça a été la plus grande difficulté des Suisses avec Shaqiri. C'est plus vraiment un joueur de côté. Il n'a pas le volume de jeu. Et puis Vargas, il a beaucoup défendu aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier. Ouais, Vargas, on ne va pas oublier, il a été choisi pour ça. Il y a une seule raison pour laquelle Murat Yakin a mis Vargas plutôt qu'Okafor, alors que Okafor est un homme forme actuellement. Il cartonne, il fait la Ligue des Champions. C'est bien parce que Vargas est capable de défendre. Alors oui, il a perdu beaucoup de ballons parce qu'il a tenté beaucoup de choses. C'est le style de Vargas, mais il a beaucoup d'implications défensives. Et sur ce plan-là, quand il va falloir batailler contre le Brésil qui attaque à 4, voire à 5 parfois, il va bien falloir quelqu'un pour boucler les espaces, pour seconder les latéraux. Et Dieu sait que Rodriguez en aura besoin, s'il se retrouve face à Rafinha, par exemple. Donc oui, il va falloir bien fermer les espaces. Et Vargas aura son mot à dire là-dedans. Effectivement, on peut se poser la question sur Shaqiri et aux adaptations tactiques, sans oublier que Murat Yakin n'aime rien moins que faire déjouer les équipes qui sont favorites en face de lui. L'Italie en sait quelque chose. Je veux dire, quand il a joué contre l'Italie à Bâle, on ne va pas dire qu'on s'est régalé avec le jeu proposé par la Suisse, mais à la fin, il y a eu 0-0. Je ne sais pas si la Suisse a les capacités de bloquer ce Brésil-là après ce qu'on a vu hier soir de Brésil-Serbie, mais en tout cas, Yakin va mettre en place quelque chose qui visera à bloquer ce Brésil-là. On va terminer sur cette entrée en lice sur Sylvain Widmer, s'il vous plaît. Pour moi, c'était davantage l'homme du match encore que Yann Sommer. Valentin, un joueur comme ça, qui est parti, qui est revenu en Suisse, qui est maintenant capitaine de Mayence, il prouve qu'à 29 ans, tu peux encore progresser, tu peux encore passer des paliers. C'est intéressant. Ouais, mais en fait, je pense que l'anomalie dans le parcours de Widmer, c'est le fait de revenir à Bâle après l'Udinese. Quand il est à l'Udinese, il a quand même une forme de cote en Italie. Et il revient à un moment où Bâle veut taper un ou deux gros coups, il paye 5 millions pour le reprendre.
Et peut-être qu'il s'est un petit peu, alors pas enterré, mais qu'il a pas été stimulé quand il était en Super League avec Bâle. Et ça lui a sans doute porté préjudice au moment. Finalement, il a remarqué qu'il avait quand même le niveau international, notamment au dernier Euro, où c'est lui qui devient titulaire à partir du troisième match, avec des bonnes prestations d'ailleurs. Et il avait besoin de retourner à l'étranger pour progresser encore plus. Widmer, c'est un joueur en fait, qui est extrêmement fiable. On sait plus ou moins où est son plancher, il est jamais très bas. Son plafond n'est jamais très très haut non plus. Il ne va pas faire des exploits non plus depuis son côté droit. Par contre, il peut faire toujours des excellents matchs. Il a un abattage qui est impressionnant. Il court beaucoup. C'est un de ceux qui a le plus couru hier dans l'équipe de Suisse. Donc voilà, c'est des choses qui plaident pour lui. Et aujourd'hui, tu as un latéral droit qui est tout à fait fiable et tout à fait pertinent au niveau international avec Widmer. Daniel, Widmer, il a vraiment éteint la concurrence sur son côté. La preuve, pas de sélection pour Mbabou, pas de sélection pour le Tomba. Non, tout à fait. Et c'est tout à fait justifié. Widmer a toujours donné tous les gages de sécurité nécessaires. Si Yakin l'aime bien, il a des raisons de bien l'aimer parce que Widmer a fait des performances qui l'autorisent à être le numéro 1 à ce poste. Après, on peut toujours s'interroger, et là, ce sera la question qui va peut-être surgir tôt ou tard dans ce tournoi. Effectivement, si Widmer se blesse, Murat Yakin a prévu Edimilson pour le remplacer en tant que latéral droit. Edimilson n'a jamais joué dans une défense à 4 en latéral droit. Donc c'est un premier point d'interrogation et il n'est pas petit, celui-là. Et puis de l'autre côté, il a prévu Renato Steffen, qui est actuellement blessé, avec un espèce de torticolis. Mais de toute façon, Steffen latéral gauche ou Tchemert, comme on a terminé le match contre le Cameroun, c'est quand même inquiétant. Donc oui, Widmer a éteint la concurrence, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faudrait peut-être pas avoir un backup un peu plus sérieux pour lui. Et dans ce plan-là, effectivement, je pense que Kevin Mbabou avait donné bien des garanties pour ça. Je rappelle au passage que c'est lui qui centre un milieu centre sur la tête de Seferovic un certain 28 juin 2021 pour ramener la Suisse à 3-2 et autoriser le rêve que tout le monde sait déjà. Bon, messieurs, projetons-nous maintenant sur le Brésil. Daniel, Valentin, est-ce que ça ressemble beaucoup à celui d'il y a 4 ans avec un Brésil intéressant, une Suisse qui joue de la manière qu'on sait avec un entraîneur différent. Valentin, est-ce que ça va ressembler à il y a 4 ans? Alors ça va ressembler à il y a 4 ans dans le sens où il y aura une équipe qui sera forcément dominatrice et une équipe qui sera forcément appelée à subir. Donc le Brésil et la Suisse. Maintenant, ça ne va pas ressembler parce que les équipes ne ressemblent pas forcément dans leur essence. Le Brésil est beaucoup plus moderne, beaucoup plus européen. Et ça, c'est quelque chose que des collègues brésiliens nous ont dit tout à l'heure. C'est oui, avec Tite, le Brésil a une identité très européenne. C'est-à-dire qu'elle est capable d'avoir le ballon, de rester très haut et de récupérer très rapidement la balle. Et c'est en ça qu'elle est très impressionnante. Et c'est en ça qu'elle a impressionné notamment le staff de l'équipe de Suisse qui était hier au stade pour le match contre la Serbie. Donc c'est des éléments qui sont à prendre en compte et qui rendent beaucoup de choses difficiles à effectuer. Et notamment les transitions offensives qui seront, on sait, une des clés pour l'équipe de Suisse. Mais si tu les fais pas bien, tu risques vite d'être étouffé et de plus jamais sortir de ton camp. Donc voilà, la Suisse a des éléments pour s'opposer au Brésil, mais elle a surtout un Brésil qui est d'autant plus fort face à elle. Elle aura un Brésil qui sera d'autant plus fort face à elle lundi. Daniel, les Serbes ont été, selon leur entraîneur, ils ont plongé physiquement. Mais c'est aussi parce que hier, le Brésil les a beaucoup usés. C'était impressionnant. Il y a beaucoup d'intensité. Beaucoup d'intensité, et c'est d'autant plus impressionnant que le Brésil, normalement, quand il rentre dans une compétition internationale comme la Coupe du Monde, il rentre au petit trot quelque part. Il n'a pas besoin d'être à 100% dès le début. Là, on a vu un Brésil qui était très, très, très fort dès les premières minutes. Alors, la Serbie a essayé de poser un bloc haut pour empêcher le Brésil d'avoir trop de facilité à remonter le ballon. Ils n'y sont pas parvenus et le score aurait pu être beaucoup plus grave. C'est un peu ça la force de ce Brésil actuellement. C'est une équipe qui est très proactive, qui va, dès qu'elle va perdre le ballon, faire un contre-pressing extrêmement intense et avec beaucoup de rythme. Et puis j'ai eu la chance d'en parler de ce Brésil-là avec quelqu'un qui est extraordinaire, qui est le plus grand, le joueur qui a fait le plus de sélections avec le Brésil, qui s'appelle Cafu. J'ai eu l'occasion de le rencontrer
en tête-à-tête pour une interview exclusive. On pourra la lire d'ailleurs dans le matin ce dimanche. Eh bien, Cafu m'a dit, tu sais, le Brésil d'aujourd'hui, c'est pas celui d'il y a 4 ans parce qu'il y a beaucoup plus d'expérience à chaque poste. Et à chaque poste, on a pratiquement ce qui se fait de meilleur dans beaucoup de clubs européens. Et on est très, très fort grâce à ça maintenant. Cette équipe-là a beaucoup progressé. Elle est beaucoup plus pertinente et on redevient un petit peu le Brésil qu'on avait oublié d'être, celui qui va vers l'avant. Le Brésil attaque souvent à 4, voire à 5 maintenant. Donc, c'est très, très intéressant à voir et très perturbant pour l'adversaire, bien sûr. Valentin, je pense que d'ici lundi, on va beaucoup parler de Neymar. On sait comment est le foot actuellement sur les réseaux sociaux ou sur certains médias, mais que Neymar soit là ou soit pas là, on est d'accord, ça ne change absolument rien au problème. Problème global, non, parce que tu as une équipe qui est extrêmement forte et puis qui a tellement d'individualité qui peuvent s'inclure dans un collectif que ça ne change pas grand-chose en termes du niveau de l'équipe. Par contre, là où ça peut changer, c'est que Neymar a quand même un rôle un petit peu sacralisant dans ce Brésil-là. On va jouer avec lui, on va chercher à le toucher. Peut-être que s'il n'est pas là, on essaie d'exploiter plein d'autres solutions, plein d'autres schémas, plein d'autres circuits, d'autres combinaisons. Et là, ça peut rendre la tâche encore un petit peu plus difficile pour l'équipe de Suisse. Mais par contre, ça reste une équipe qui a beaucoup de talent technique. Et techniquement, ça va être compliqué à maîtriser. Hein, ça, c'est clair. Enfin, en même temps, Robin, depuis le temps qu'on dit que Neymar a les chevilles qui enflent. Voilà, pas assez enflé à mon goût, c'est vrai. Mais Daniel, on connaît Murat Yakin qui aime bien tenter des coups, essayer de faire des petits trucs. Tu penses qu'il va nous en sortir une du chapeau? Je sais pas, un 6-2-4. Est-ce que tu crois qu'il va essayer un truc où là, il osera quand même pas aller trop loin dans la recherche tactique qu'on lui connaît? Alors, je peux me tromper, hein, mais j'ai peu de doute qu'il repasse à une défense à 3, autrement dit une défense à 5, on va dire les choses comme elles sont. Je ne pense pas qu'il va mettre une défense à 5, même si ça lui permettrait de jouer avec 2 stoppers et un libéro qui soit capable d'assurer une belle passe, par exemple Cher, qui pourrait trouver Xhaka qui sera en 6, et ça permettrait à la Suisse de sortir la tête de l'eau. En revanche, s'il met son 4-3-3 habituel, ce ne sera pas un 4-3-3 habituel, ce sera une sorte de 4-3-3 qui permettra de défendre peut-être à 6, effectivement, avec 2 joueurs qui seront là pour bloquer les espaces juste devant la défense, ou très proche d'Akanji et de Cher, ou d'Elvedi, peu importe. Mais il va y avoir des aménagements tactiques, parce que Yakin adore ça, et que jusqu'à présent, malgré les suspicions qui ont pu exister à l'aube de certains matchs, ça lui a toujours réussi. Donc il aurait tort de se priver, finalement. Valentin, tu penses que quand Guardiola fait jouer Akanji à droite à City, ça peut donner des idées un peu farfelues à Murat Yakin? Non, je crois pas. Moi, c'est pas forcément dans l'axe dans le positionnement d'Akanji que je vois un changement, surtout quand tu as Sylvain Widmer, que tu vas pas le bouger du côté droit, et puis du côté gauche, tu peux avoir un Rodriguez, il est bien couvert par un milieu qui fait bien son travail, qui suit son ailier, qui suit son latéral. Pour moi, ça me pose pas trop de soucis. Ce que je peux imaginer, par contre, c'est des formules un petit peu différentes qu'on n'a pas souvent vues, mais pourquoi pas une espèce de 4-4-2 très, très compact, très cohérent, avec un Djibril-So qui serait sur un côté. C'est quelque chose qu'on avait plus ou moins vu en République tchèque lors du premier match de Ligue des Nations. Alors, ça n'avait pas porté ses fruits, mais peut-être en le travaillant un petit peu, en essayant de le penser. Mais c'est normal, il y avait Xhaka à gauche. En plus, il y avait Xhaka à gauche, toujours là. Mais en essayant de le penser, en essayant de mettre Vargas sur un côté, d'avoir Vargas et So sur les côtés, tu peux avoir cette forme de ligne de 6 en phase défensive qui pourrait protéger vraiment la largeur. Tu pourrais aussi repartir sur les transitions en imaginant que Mbolo et Okafor soient alignés ensemble et que tu laisseras Shaqiri peut-être sur le banc sur ce match-là. Je ne sais pas. Moi, j'imagine peut-être un truc comme ça, mais disons qu'avec Murat Yakin, on n'est pas à l'abri d'une petite surprise, une énorme, je ne sais pas, mais une petite surprise, je tomberais pas de ma chaise. Alors, je vais pas vous mentir, vraiment, j'étais assez impressionné par le Brésil et je trouvais très mal payé au expected goals notamment. Je suis très inquiet pour ce match et toi, donnez-moi une raison d'espérer, quoi. Daniel, tu penses est-ce que l'exploit est possible? Est-ce qu'on peut les accrocher? Moi, je dis, avec la baraka qui est celle de Yakin depuis qu'il est arrivé à la tête de l'équipe de Suisse, je pense que tout est possible. Et alors, forcément, ça fait pas très raisonnable
ou pas très sérieux de se dire on va compter sur la Baraka pour enrayer la machine offensive brésilienne. Mais en fait, quand on voit ce qu'ils ont fait, et comme toi, j'ai été très impressionné de voir ce Brésil attaquer à 4, toucher les poteaux, la latte, marquer 2 buts, en rater 3 autres. D'ailleurs, c'est bien dommage qu'ils n'en aient pas marqué plus. Hein. Peut-être que le goal average sera important. Mais voilà, la réussite, c'est une chose, la baraka. Il y a quand même une forme de confiance aussi qui s'installe avec cette équipe de Suisse. Malgré les décisions parfois étonnantes de Yakin, il y a une confiance dans celle-ci, dans ces décisions-là, parce que ça fonctionne. Et ça peut-être porter une équipe si elle passe les premières minutes, la première quart d'heure, peut-être la première demi-heure, sans trop d'encombre. Ils vont peut-être se dire que ce Brésil-là, contre lequel on a déjà fait match nul il y a 4 ans, on peut parfaitement viser au moins ça. Voilà, peut-être. C'est ça dans les têtes de l'équipe de Suisse, Valentin, c'est que depuis quand même quelques années maintenant, les gros, on sait les prendre. Ouais, en fait, depuis quelques années, je sais pas, mais depuis. Parce que rappelle-toi que sous l'ère Petkovic, c'était parfois ce qu'on disait, c'est que face à les équipes du même niveau, on les bat, mais par contre, dès que c'est un petit peu autre chose, des fois c'est plus compliqué aussi. C'est des choses qu'on a entendues à ce moment-là. Là, par contre, avec Yakin, je suis convaincu que c'est exactement le genre de match qu'il aime préparer et qu'il va vraiment penser son plan pour ça. Et il sait qu'il n'a pas besoin, n'attend pas de lui dans un match-là d'avoir une équipe qui soit proactive, qui soit dominante, qui veuille aller de l'avant. Non, là, il sait que ce qu'on attend de lui, c'est de boucher les espaces, c'est d'avoir un truc qui soit très cohérent défensivement, qui se base sur quelques forces offensivement qui sont surtout de la verticalité, mais pas beaucoup plus. On lui demande pas d'être protagoniste. Moi, je pense que Yakin adore la préparation de match qu'il est en train de faire. Est-ce qu'il est capable de la maîtriser à la perfection? Ça, c'est encore autre chose. Mais disons qu'avec Yakin, j'ai appris depuis une grosse année à ne pas trop m'engager sur le fait que les gros vont marcher sur cette équipe de Suisse. Merci messieurs, on va passer à la troisième partie pour parler un peu plus globalement de ce mondial. Ça fait quand même 10 jours que vous êtes là-bas, avec un petit aller-retour à Abu Dhabi. Daniel, qu'est-ce que tu en retires? Est-ce qu'il y a souvent le truc quand on n'est pas sur place, on voit passer toutes les polémiques, on est à fond sur les réseaux sociaux, à voir absolument tout passer. Est-ce que pour toi, pour le moment, c'est un mondial qui te plaît? Et qu'est-ce que tu retires comme expérience personnelle? C'est un peu bizarre. Il y a un peu une forme d'écartèlement en moi. Forcément, c'est un bonheur, une joie extraordinaire d'être à un mondial et de voir cet événement de l'intérieur, de le suivre. Et parallèlement à ça, on ne peut pas occulter les conditions d'attribution, toutes les polémiques qui ont enflé autour des morts sur les chantiers, de l'hérésie climatique. Et puis maintenant, avant ce début de mondial, les jours qui ont précédé, il y a eu cette dérive autoritaire et souverainiste du Qatar qui a interdit la vente d'alcool en marchant la main dans la main avec une FIFA tout à fait servile. Et ça, c'est la honte de la FIFA. Ensuite, avoir interdit les brassards One Love. Alors, on peut pas vivre cette Coupe du Monde comme d'autres en se disant, voilà, il y a du football, maintenant, on oublie tout ça. Et c'est bien dommage d'ailleurs, que les sélections européennes, et la Suisse notamment, ne soient pas allées au bout de cette histoire de brassard en acceptant de le porter, et tant pis pour les conséquences. Je crois qu'il y a des causes qui méritent parfois un engagement un peu plus solide, un peu plus courageux, et ce courage-là, il a manqué aux 7 fédérations nationales qui étaient engagées, les européennes, dans ce combat-là. Ils ont basté sous les menaces de la FIFA. C'est honteux et c'est inique de la part de la FIFA d'avoir mis ça en jeu. Et maintenant, le mondial commence et on a l'impression que tout se dissipe un peu, qu'on oublie un peu tout ça. Et pourtant, on va vivre avec tout le long de ce mondial, avec cette dualité entre la Coupe du Monde d'un côté et aussi le reste, tout le reste qui est lourd, qui est possible. Valentin, comment tu vis justement cette dualité? Il faut savoir faire la part des choses. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'on sait qu'il y a toujours un arrière-plan qui est franchement pas très glorieux. Et puis on aimerait que des fois qu'il y ait un peu plus d'action, qu'on puisse assister à un engagement qui soit fort. Moi, j'admets avoir été déçu par Granit Xhaka l'autre jour, quand en conférence de presse, il a dit que voilà, maintenant l'histoire était terminée, place au football. Non, c'est jamais place au football totalement. Il y a toujours la politique ou les questions sociales, humaines, etc., qui doivent jamais être loin.
et qui doivent être intimement liées au sport. Parce que sinon, on parle pas de. Pour parler de sport, il faut aussi savoir parler de politique. Et c'est des choses qui sont intimement liées. Et moi, ça m'a quand même gêné. J'aurais aimé que la Suisse, elle ait en effet ce courage-là d'être une nation qui soit forte. Elle a été protagoniste dans cette idée de créer un groupe de travail sur les droits humains, sur les rapports sociaux au Qatar. Et quand vient le moment le plus important, ben non, elle se cache un petit peu et puis elle admet, elle accepte que la FIFA ait son propre règlement, alors que je vois quand même des pays, alors on peut tout à fait juger d'une forme d'opportunisme politique ou autre, comme le Danemark qui dit qu'il veut plus soutenir Infantino, mais quand même, c'est jamais que symbolique. Non, c'est symbolique. Et il y a aussi un message qui est derrière. Donc oui, ça m'a un petit peu gêné ces derniers jours. Et puis quelle hypocrisie, franchement. Quelle hypocrisie de la FIFA, franchement. Gianni Infantino, tu t'attendais à quoi? Non, mais enfin, à ce point-là, franchement, les bras m'en tombent et le brassard, parce que franchement, le mec qui se pose devant tout le monde et qui essaye de nous faire une leçon de morale, non, mais c'est sidérant en nous disant je me sens gay et qui ensuite interdit le brassard One Love. C'est quoi ça? Puis ensuite, la FIFA déclenche une enquête pour des chants qui seraient homophobes alors qu'elle interdit justement le brassard de la diversité. Non, mais c'est pathétique, c'est vraiment... vraiment, j'ai pas de mots là pour qualifier ça. Et si c'est ça, la FIFA de demain, elle n'est pas aussi, elle est aussi peu reluisante que celle d'hier. Et puis sur place, Valentin, avec une espèce de grand paléo où tous les supporters de tous les pays se croisent, ça se passe bien. Est-ce qu'il y a un tantinet d'ambiance quand même? Ouais, quand tu vas dans les rues dans le souk Al-Waqif, souk Waqif, pardon, qui est un peu au centre de Doha, une forme de centre historique un petit peu. Là, il y a énormément de passages et notamment peut-être des communautés qu'on n'avait pas forcément l'habitude de retrouver dans les grandes compétitions. Je pense aux communautés tunisiennes, marocaines, où il y a beaucoup d'expatriés au Qatar. Les Sud-Américains sont là aussi en nombre, les Mexicains, les Argentins. Il y a aussi les Saoudiens. L'autre soir, on était dans le souk avec Daniel, justement, après la victoire des Saoudiens. On sentait qu'il y avait une forme de fierté nationale qui était très importante, et surtout de pouvoir fêter ça au Qatar. Je pense que c'était significatif pour eux. Donc voilà, on ne croise pas beaucoup d'Européens, à l'exception peut-être des Gallois qui investissent les rues parce que ça faisait je ne sais pas combien de temps qu'ils n'étaient pas en Coupe du Monde et qui sont bien présents dans notre hôtel aussi. Mais les habituelles communautés de Néerlandais, d'Anglais, elles se font un petit peu plus discrètes et on en voit d'autres et c'est peut-être pas plus mal aussi. Daniel, c'est des paysans pour ça, c'est intéressant à vivre. Ouais, quand même. Alors là, c'est sûr, déjà arriver dans un pays si minuscule, moi j'ai eu la chance d'avoir fait déjà plusieurs Coupes du Monde. Je suis arrivé là et j'ai pu aller à l'hôtel, j'ai ouvert ma valise, et j'ai enlevé tous les vêtements pour les placer dans l'armoire. Et je sais que quand je les reprendrai, c'est pour rentrer en Suisse. Ça, ça n'était jamais arrivé avant. Donc, déjà, rien que ça, c'est un bonheur. Puis sinon, alors, voilà, dans un pays totalement futuriste, on voit des photos, par exemple, du premier hôtel qui a été construit. C'est un Sheraton au bout de la Corniche. Et on voit le désert derrière. Et puis, ça, c'était il y a 20 ans. Et maintenant, on voit ce qui existe. Et on se dit, mais c'est pas possible. Il y a un truc qui a émergé du sol, littéralement, avec des bâtiments tous plus futuristes les uns que les autres, et se balader même dans le faux vieux souk Waqif, ou voir les vrais futuristes buildings qui poussent un peu partout. C'est assez dépaysant, rien que pour ça, quoi, effectivement. Bon, messieurs, on arrive au bout de cette discussion. Je voudrais juste signaler un truc. On a vu que les Serbes, de nouveau, avaient déjà commencé à lancer un peu 2-3 trucs avec des drapeaux un peu étonnants dans leur vestiaire. Ça, on est d'accord. On essaiera d'en parler le moins possible parce qu'on veut pas retrouver le même imbroglio qu'il y a 4 ans, Daniel. Hein. Ouais, c'était odieux, et d'autant plus qu'il y a 4 ans, c'était cautionné par le gouvernement serbe lui-même, avec des attaques ad hominem sur les joueurs d'origine albanaise ou kosovare. Avec les conséquences que l'on sait. Et moi, j'ai eu beaucoup de tendresse quelque part et de compréhension pour les deux gestes de Shaqiri et de Xhaka, accompagnés d'ailleurs par Lichtsteiner dans le même mouvement. Finalement,
je peux parfaitement comprendre ce qui s'est passé pour eux à ce moment-là, avec le vécu de leur famille, de leurs parents. Pour tout dire, le papa de Chaka qui avait passé 5 ans dans les geôles serbes. Et voilà, alors si ce match peut être expurgé de cette saloperie-là, oui, ce serait peut-être bien. La Suisse va veiller à ce que ça ne se reproduise pas, en tout cas sur le terrain, quoi qu'il en soit, les glycéphales. Il faudrait aussi qu'avant le match, et c'est ce qu'ont tenté de faire d'ailleurs les fédérations de football serbe et suisse, on arrive vers quelque chose qui soit plus sain et plus sportif, plus fair-play pour tout dire. Valentin, dans la même veine, on est bien content que le match contre le Cameroun soit gentiment derrière parce que pour Mbolo, ça va faire un peu de vacances, j'ai envie de dire. Parce que, bon, même sa mère s'y est mise, c'était assez rigolo, mais ouais, ça ne va pas être simple. Ah non, c'est pas simple, mais je trouve que tout ce qu'il est. Son discours depuis déjà plusieurs mois d'ailleurs, mais ces derniers jours était admirable en termes de. Alors, à la fois sur la forme, sur le fond, le fait, la manière d'expliquer aussi pourquoi il avait fait ce choix à ce moment-là, la reconnaissance qu'il avait envers ce pays, et puis il a jamais nié sa double identité, et ça, je trouve que c'est quand même des choses qui sont intéressantes à promouvoir, et puis à dire que ça existe, et puis il y a des fois où on peut pas faire un choix du cœur, non, on fait un choix, il est forcément déchirant, et voilà, et puis c'est comme ça, donc. Et après, sur le terrain, personne ne pourra dire qu'Embolo n'a rien donné, personne ne pourra dire qu'Embolo a manqué de respect au Cameroun, personne ne pourra dire qu'il n'aime pas la Suisse. Enfin non, aujourd'hui, on dit que Mbolo, d'ailleurs, c'est Jean-Pierre Nsamé qui le disait hier en zone mixte, mais en fait, c'est une grande personne, quoi. Mbolo est une grande personne et un grand homme, et on doit le caractériser comme tel. Et alors forcément, comme ça, il va se concentrer peut-être que sur le foot, mais ce qu'il a accompli et ce qu'il a porté ces derniers jours, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement admirable.